Chers amis, on va accueillir notre deuxième invité. Hugo Décrypte va nous rejoindre sur le plateau. Mais avant ça, on voulait commencer en introduisant cet invité par la chronique de Vincent, qui va nous parler de la situation et des conditions de fabrication de nos vidéos et de nos streams sur Internet. C'est parti pour le PowerPoint de Vincent. Bonjour, salut Vincent. Ça va? Ça va et toi? Ouais, je fais moins de cauchemars liés à Pôle emploi, donc ça se calme un peu, là, ça se tasse. Ça y est, tu lances tes activités, tout va bien? Ouais, 7 heures de sommeil par nuit, là, on est bien, voilà. On est un peu fringant. Voilà, le chômage. Bah écoute, c'est cool. De quoi tu vas nous parler aujourd'hui, du coup? Eh ben, cette semaine, en fait, quelqu'un qui connaît bien mes goûts pour le sujet m'a envoyé un tweet de Cindy Hoff, qui est chanteuse et influenceuse. Et en gros, elle évoque un peu directement la nouvelle méta, hein, comme on dit chez les jeunes, de YouTube, c'est-à-dire celle des giga-productions qu'on voit chez Squeezie, chez McFly Carlito, Inoxtag, ou même Lena Situation récemment. Et c'est-à-dire que c'est beaucoup de moyens de production, des guests en masse, et des succès d'audience souvent assez impressionnants. On l'a vu encore avec Squeezie récemment. Comme si un peu le fameux Fit and Fun avait trouvé sa forme Pokémon finale. J'ai envie de dire, il y a un peu de ça qui se passe en ce moment. Et c'est intéressant parce que je trouve que les tweets de Cindy font écho à ce que un autre influenceur, un certain Squeezie, a raconté il y a pas longtemps en pas live. Très connu. Hein. Quelque chose. Il démarre, le mec, il démarre. Moi, je pense que ça va flopper. Et en fait, il a pris la parole récemment en live sur Twitch. J'ai sub pour accéder au replay et extraire la vidéo. Je tiens à le dire. Tout ça pour Backseat, ça fait plaisir. Voilà, mais voilà, je paye. Il fera une note de frais, t'inquiète. Je paye des Vélib mécaniques électriques pour venir ici aussi, mais on en reparle après. Et en fait, il a lancé un live pour dire simplement que ces vidéos histoires, qui sont des vidéos un peu moins produites, qui sont plus simples, elles font moins de vues que ces vidéos plus produites. Et donc on a l'extrait vidéo. Mais ça me fait peur ces vidéos histoires parce que c'est tellement pas ce que les gens aiment voir en ce moment sur YouTube et pourtant j'aime tellement faire ça. Et puis j'ai besoin aussi de faire des trucs plus simples. On peut pas faire que des énormes formats tout le temps pour la simple bonne raison que ça nous prend. On se rend pas compte, mais par exemple la vidéo avec Eric et Ramsey par exemple, au montage c'est 3 semaines et demie de montage pour une vidéo de 57 minutes. Et si toutes les vidéos que je fais chaque semaine doivent être dans la lignée de ça, c'est-à-dire doivent être aussi longues, avec des invités, avec un concept, machin, bah je vais tout simplement, moi et mes équipes, on va tout simplement faire un giga burn-out, quoi. Voilà, alors c'est vrai. C'est vrai qu'on peut dire en le regardant, on pourrait se contenter de juste réagir, faire un petit tweet en mode « Ah, pauvre Squeezie, le millionnaire se plaint de pas faire assez de vues, Alexa lance la kiffance de Naps », quoi, en gros. Non, Vincent, je ne vais pas lancer la kiffance de Naps, sinon je vais péter mon crâne à cause de ce banger. Il a d'être ça. Vraiment, c'est quoi ce poulet? C'est pour me tuer ou quoi? C'est une dingue. Allez, ratio. Désolé, j'ai programmé Alexa pour qu'elle parle comme un sweetos un peu gênant, mais elle a du mal à doser un peu pour l'instant là. C'est une phase d'ajustement. Bref, ce que je veux dire, c'est que derrière ce constat sur son audience, Squeezie parle bien de la pression du banger, hein, comme on dit, ce qui pousse les vidéastes et les créateurs de contenu à aligner des vidéos très produites pour rester en haut de la chaîne alimentaire d'Internet et tenter de suivre le rythme lancé par MrBeast aux États-Unis. C'est quelqu'un qui produit énormément et qui fait à chaque fois des dizaines de millions de vues. Et soigne les aveugles. Et oui. Tes propos n'engagent que toi là-dessus. On peut en débattre. C'est un vrai sujet dernièrement chez les vidéastes et ils commencent à exprimer un peu leur inquiétude dessus. On l'a vu avec Squeezie. Et c'est là que je me suis dit, ce serait intéressant de se demander pourquoi, en gros, les stars d'Internet, elles ont besoin d'en faire toujours plus, entre guillemets. C'est vrai qu'on a l'impression qu'on est lancé dans une course un peu folle. Mais avant de se plonger dans l'Internet de 2023, est-ce que vous vous rappelez de cette époque? Cette fameuse era là, qu'on aimait là. Ouais. Oh, le col en V, genre. L'odeur de cette slide. Elle est incroyable, cette slide. C'était au début des années 2010. C'est toi qui m'as transmis d'ailleurs l'image. Oui, je plaide coupable. Transparence totale, c'était 2015. 2015. Donc voilà. C'était l'époque où tout le monde était un peu dans sa chambre, répondait à tous les commentaires, montait ses vidéos soi-même, etc. Donc merci encore Jean pour le partage de cette image qui, je pense, résume bien l'essence de cette époque. Si on avance un peu, on va dire 7 ans plus tard à peine,
il y a pas mal de choses qui ont changé, je trouve, un petit peu dans les contenus qu'il y a. Je pense qu'il y a même 3 ans, on n'aurait pas imaginé qu'il y aurait un Grand Prix Explorer de Squeezie, que Inoxtag irait passer 16 jours seul sur une île, ou qu'il y aurait un match Eleven All-Star organisé par Amine et qui battrait un record d'audience sur Twitch. Je pense que, voilà, on voit qu'il y a énormément de moyens qui sont mis en place, même ici, il y a un backseat, hein, on le voit avec le travail qu'il y a en plateau, qu'il y a avec les équipes derrière, il y a une vingtaine de personnes qui sont impliquées en tout, c'est quand même énorme. Faites des dons. Continue. J'aurais pu l'ajouter mais je savais que ça allait arriver. Et en fait, je trouve que le succès d'audience des gens d'Internet, effectivement, ça a amené plus de moyens, l'intérêt de boîtes de production, de network, de médias télé, et des fois plus ou moins bien intentionnés, hein, forcément. Il y a eu les marques aussi, et donc les créateurs, ils sont devenus des hommes et des femmes d'affaires, en fait. Ils sont très privilégiés, c'est sûr, mais avec des responsabilités qui les dépassent parfois et amènent une forme de pression qu'ils n'avaient pas appris à gérer. Surtout qu'on rappelle, il y en a certains, ils sortaient du bac et ils se sont lancés à plein temps sur YouTube. Michou, c'était le cas. Il hésitait même à abandonner le lycée avant. Donc voilà. Et Natou, elle sortait de la bac. La blague est valide. Oui, la blague, ça joue. Et à ça s'ajoute aussi une vraie pression des plateformes et des réseaux sociaux qui agissent un petit peu comme des N+1 toxiques, lancés dans un jeu un peu de jacadie, c'est-à-dire l'algorithme, cette semaine ça va faire ci, cette semaine ça va faire ça, là faut manger bleu, là faut faire du slime, ce genre de choses. Et donc tout ça crée une vraie instabilité chez les influenceurs qui ont peur un petit peu que tout s'arrête du jour au lendemain. Et en plus, il y a l'autre patron qui s'ajoute à ça, c'est l'abonné, c'est la communauté en fait, qui est capable de faire et défaire des audiences, qui est capable de dicter un peu les tendances et d'exercer une pression pour avoir plus de contenu à consommer. Régulièrement, moi j'ai juste tapé sur Twitter à quand la prochaine vidéo, le nombre d'occurrences qui ressortent, c'est vertigineux, ça me terrifie. Donc j'ai de l'empathie pour les créateurs de contenu, malgré ce que je peux dégager des fois, mais j'ai de l'empathie. Et voilà, il y a certains créateurs de contenu qui ont accepté ces règles-là, qui vont dans ces vidéos toujours plus produites. Et ça marche, si on peut regarder le classement des vidéos les plus vues l'année dernière, c'est globalement que des vidéos quand même très produites, qui demandent beaucoup de montage, d'équipes de production derrière, d'écriture, etc. Donc voilà. Sauf que chaque succès d'audience rehausse vraiment le niveau des attentes. C'est-à-dire, dans la tête de certains créateurs, on doit se dire les abonnés ont eu plus, ils se contenteront plus vraiment de moi, en fait. Et en 2023, cette méta de la surproduction, c'est la course un peu à celui qui aura la vidéo la plus folle, quoi, et qui va rester le plus longtemps en tendance et qui va faire parler pendant des semaines. Et forcément, ça, c'est pas tenable. Et les stars sont en crise et craignent le burn-out. Il y en a certains qui l'ont fait, qui n'en parlent pas. Il y en a d'autres qui en parlent. Lena Situation, elle a dû un peu calmer le jeu sur YouTube en produisant moins, mais elle a reporté ça sur Instagram, sur les podcasts. On peut imaginer à quel point elle est en flux tendu en termes de travail aussi. Il y a Mastu qui a récemment parlé de cette pression à produire toujours plus régulièrement et de manière toujours plus impressionnante. Et on a un extrait. Et alors ça nous plaît, on le fait et tout, mais c'est vrai que des fois le public il commence à s'habituer au fait de voir des gros concepts par-ci par-là. Tout ça pour dire qu'en gros ça c'est un truc que j'ai remarqué en parlant avec les gens, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui subissent ça et qui sont dans cette boucle de je fais une vidéo banger et puis au bout d'une semaine la vidéo ou le live commence un peu à être oublié. Et puis la semaine d'après c'est un autre youtubeur ou un autre streamer qui fait un banger et puis la semaine d'après pareil. Et au bout d'un mois les gens ils disent ouais vas-y c'est flingué toi, tu fais que des vidéos tout chill dans ton studio et ça crée une pression et du coup tu te dis ok faut refaire un banger et ainsi de suite. Et c'est comme ça que tu finis par faire un burn-out parce que t'en peux plus genre. Voilà, encore un extrait qui finit par le mot burn-out. Je pense que c'est quand même assez parlant. Dans sa dernière vidéo, Mastu, il a blagué en début de vidéo. Il fait des challenges TikTok, des expériences TikTok, et il a surjoué le fait d'avoir besoin d'une dizaine de personnes pour aider à faire cette vidéo-là, qui est relativement simple. Et il en blague et il essaye un petit peu de calmer le jeu et de se dire on peut faire des vidéos un peu plus simples. Et moi, à titre personnel, je me souviens aussi d'une interview que j'avais faite de Inoxtag et Michou. C'était pour le monde des ados en fin d'année. Et à un moment, Inoxtag, il m'avait dit moi, c'est vrai que des fois, quand je regarde les vidéos que j'ai faites, j'ai l'impression de m'observer un peu à la troisième personne, de ne pas avoir vécu les expériences et les contenus que j'ai produits.
Et en fait, après, voilà, c'est quelqu'un de très privilégié, etc. Mais le fait qu'il en parle comme ça et la façon dont il en avait parlé, c'était assez désarmant, je trouve. C'est l'aliénation, Marc, s'il appelle ça. Tu es rendu étranger à ce que tu produis toi-même. Voilà, c'était ma phrase suivante, parce que je suis très... le marxisme, moi je connais, voilà, bien sûr. Et j'ai juste mis là... je vais rebondir et aller dans la continuité de ce que tu dis, juste pour vous signaler Ace, le petit chien Très mignon. d'Inox, juste parce que voilà, ça c'est gratuit. Ça c'est gratuit, je vous le partage juste comme ça. Alors, face à ça, qu'est-ce qu'il y a comme solution un petit peu pour les vedettes d'Internet ? Est-ce qu'il faut charbonner, se cramer complètement ? Est-ce qu'il faut revenir vers des vidéos plus simples, comme Squeezie l'affirme et dit « Ah, je veux faire plus simple, etc. » Mais il ne le fait pas vraiment au fond ? Ou est-ce qu'il faut un peu foncer tête baissée dans cette méta et transformer YouTube en une forme de nouvelle télévision, comme Cindy le disait dans ses tweets ? Il y a seuls les créateurs et les algorithmes un peu peuvent le dire aujourd'hui. Mais au fond, moi, j'aurais tendance à dire qu'il est essentiel que les créateurs de contenu, ils en parlent, en fait. Ils parlent de comment ils travaillent, de ce qui se passe derrière aussi en coulisses, ne serait-ce que pour que leur audience comprenne un peu mieux le métier, les enjeux et l'impact que tout ça a sur la santé mentale de leur vedette préférée, en fait. Et c'est fou comme le hasard est bien fait. Juste après, vous allez justement recevoir en plateau Hugo Décrypte, voilà, et qui lui aussi propose des contenus toujours plus produits. Donc voilà, je dis c'est un euro hasard. Tout sur le plateau de Backseat, non, c'est hyper méta. Non, mais voilà, c'est la méta, elle est là. Et je me dis, ça serait fou qu'on l'interroge là-dessus. Donc voilà, moi, Jean, je glisse ça juste comme ça, et puis n'hésitez pas à lui en parler pour moi. Voilà. On va lui poser la question. Merci beaucoup, Vincent, pour ton PowerPoint. Merci beaucoup à toi, Vincent Manilev. Il a retrouvé cette photo de la gênance absolue.